Elle ignorait que la voiture l'attendait déjà dehors. Elle ignorait que sa signature avait été engagée à son insu. Elle ignorait que l'homme qui était censé l'aimer le plus au monde venait de la céder pour honorer une dette dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle avait 18 ans. Elle l'avait du linge. Elle chantait. Et quelque part à l'autre bout de la ville, dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré se tenait dans l'ombre. Avec 40 000 € et un secret si lourd qu'il avait déjà détruit tout ce qu'il avait de cher. Il ne venait pas pour s'emparer d'elle. Il venait pour la préserver. Mais ce qu'il n'avait dit à personne, ce que personne ne savait, c'était que cette démarche allait leur coûter cher à tous les deux. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Indiquez-nous également en commentaire d'où vous nous écoutez. De France, de Belgique, du Canada, de Suisse ou d'ailleurs, nous lisons tous vos retours. Et dites-nous ce que vous retiendrez à la fin de ce récit. Personne ne se réveille un matin en se disant que sa vie va basculer. C'est pourtant ce qui est arrivé à Ludivine. Elle avait 18 ans. Elle n'avait jamais connu de relation sentimentale. Elle n'avait même jamais participé à une fête d'anniversaire. Elle passait chaque journée de sa jeunesse à laver le linge des autres, à préparer des repas et à envoyer chaque euro gagné à un homme qui ne lui avait jamais adressé un remerciement. Le matin où tout a changé, elle s'affairait précisément à cette tâche. Debout, devant un baquet d'eau savonneuse, les mains rougies par le froid, avant même le lever du soleil, elle fredonnait doucement, car le chant était la seule chose dans son existence qui n'appartenait qu'à elle. C'est alors que son téléphone a sonné. C'était sa voisine Maman Yvette. Et Maman Yvette n'appelait jamais de si bonne heure. Jamais. Ludivine a essuyé ses mains sur sa tenue et a décroché. Elle n'a pas prononcé un mot, restant mobile, car ce que Maman Yvette lui a annoncé en l'espace de 30 secondes allait bouleverser toute son existence, modifier ses repères et susciter une vive inquiétude en elle. Son père avait été emmené. Pas par la maladie, ni par un accident. Par des hommes. 3 hommes corpulents, aux traits sévères, s'étaient présentés à la chambre modeste que son père louait et l'avaient traîné dehors par le col devant. Les habitants du quartier, trop inquiets pour intervenir derrière leur rideau. Ludivine a laissé échapper le téléphone. Elle ne l'a pas ramassé. Elle s'est mise à courir. Son père s'appelait Denis. Si vous l'aviez rencontré dans de bonnes dispositions, vous l'auriez apprécié immédiatement. Il avait un rire communicatif, un regard vif et l'art de vous accorder toute son attention lors d'un échange. C'était le genre d'homme à retenir le nom de chacun. Le genre à céder son repas à plus nécessiteux que lui pour s'endormir ensuite en faisant mine de ne pas avoir faim. C'était le Denis que Ludivine avait estimé durant son enfance. Mais ce Denis s'était effacé avec le temps. Lentement d'abord comme une bougie, qui s'éteint, puis plus rapidement. Cela avait débuté par le jeu, de petites mises au départ, des parties amicales, pour se divertir, disait-il. Puis les parties avaient cessé d'être amicales. Les mises étaient devenues plus importantes. Et les personnes avec qui il jouait n'étaient plus de celles de qui l'on pouvait s'endetter, sans conséquence. À l'âge de 16 ans, leur logement avait été saisi. À 17 ans, elle cumulait 2 activités pour subvenir à leurs besoins. À 18 ans, elle avait renoncé au projet qu'elle avait formé en silence. Son projet de reprendre des études, de devenir infirmière, de porter cette blouse claire et d'apporter du soin à ceux qui souffrent. Elle avait enfoui ce projet au plus profond d'elle-même, évitant d'y penser, car les nécessités du quotidien la mobilisaient entièrement. Elle a trouvé son père assis sur le sol près du portail de Maman Yvette. Ses vêtements étaient déchirés. Il présentait une estafilade au-dessus de l'œil gauche. Il lui semblait plus frêle que dans ses souvenirs, comme si son assurance s'était envolée. Elle s'est agenouillée devant lui. Elle ne l'a pas serré dans ses bras, ayant cessé de le faire depuis longtemps, car chaque marque d'affection la laissait plus désemparée encore. Elle lui a demandé le montant de la dette. Il a détourné le regard. Elle lui a
pris le visage pour l'orienter vers elle et a insisté. 40 000 euros. Le chiffre s'est imposé entre eux comme une évidence douloureuse. Ludivine s'est assise en retrait. Elle restait interdite, aucun son ne parvenant à franchir ses lèvres. 40 000 euros. Elle gagnait 220 euros par semaine dans les meilleures circonstances. Elle pouvait travailler quotidiennement durant les 3 prochaines années, sans dépenser le moindre centime, et ne parviendrait pas à réunir cette somme. Denis s'est mis à verser des larmes discrètement. Avec la retenue des hommes qui éprouvent du regret, et elle a ressenti cette impulsion familière l'envahir. Cet attachement persistant envers lui. Cette affection profonde malgré les difficultés qu'il suscitait. Elle souhaitait l'apaiser et lui exprimer sa colère en même temps. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre, se contentant de poser la question essentielle. Qu'arrive-t-il si nous ne réglons pas cette somme? Son père est resté silencieux, puis a murmuré ces quelques mots. Ils s'en prendront à ma vie. L'homme à qui les fonds étaient dus était désigné dans le quartier d'une voix basse. On l'appelait le Grand Raymond. Personne ne connaissait ses origines exactes et personne ne s'enquérait de son parcours. Chacun savait simplement qu'il s'était établi par des méthodes que l'on préférait ignorer et qu'il possédait désormais un immeuble sur l'axe principal, un véhicule d'une valeur supérieure aux ressources de la plupart des foyers sur plusieurs années, et une influence installée. Quand le grand Raymond exigeait quelque chose, on s'efforçait d'y répondre. Car les conséquences de ces interventions étaient redoutées de tous ceux qui en avaient été témoins. Denis s'était tourné vers les relations de Raymond. Il avait emprunté à ça plusieurs reprises, perdant chaque somme au jeu, avant d'emprunter encore, pour tenter de reconstituer ses pertes, selon le raisonnement habituel des personnes en difficulté, bien que cela ne fonctionne jamais. Désormais, Raymond exigeait son dû. Et à défaut de fonds, il envisageait une autre issue. Ludivine a passé 3 jours à explorer toutes les possibilités. Elle s'est tournée vers la paroisse locale. Le prêtre l'a écoutée avec bienveillance, avant de lui indiquer que les ressources de la communauté étaient déjà engagées. Elle s'est rendue chez la sœur de sa mère, qui résidait à l'autre bout de la ville, une femme qui n'appréciait pas Denis, mais conservait de l'affection pour sa nièce. Sa tante lui a remis 500 euros en lui précisant qu'elle ne disposait pas de plus de fonds. En s'en excusant, Ludivine est sortie, observant les billets dans sa main sur le trottoir, retenant ses larmes devant la disproportion de la somme. Elle s'est adressée à un organisme de crédit qui lui a opposé son absence d'antécédents bancaires, de garantie. Elle a cédé le seul bijou qu'elle possédait, une fine chaîne en or, laissée par sa mère à son décès. Elle l'avait conservée malgré les difficultés passées, comme un souvenir tangible. Elle s'en est défaite pour 300 euros. Elle disposait désormais de 800 euros. Il lui en fallait 40 000. Le 3e soir, assise seule dans leur chambre de location, elle mesurait l'absence de solution. C'est alors qu'un représentant de Raymond s'est présenté à sa porte. Son attitude différait de ses craintes, il se montrait courtois. Mise soignée. D'un ton mesuré. Il s'est installé sans attendre d'invitation et a posé ses mains sur la table avec l'attitude d'un homme d'affaires. Il a indiqué que Raymond n'était pas dépourvu d'égards. Qu'il mesurait que 40 000 euros représentaient une somme importante pour un foyer modeste. Il a précisé que Raymond était disposé à annuler l'intégralité de la dette, sans aménagement, une annulation complète. Ludivine l'a observé. En contrepartie de quoi, a-t-elle demandé. L'homme l'a regardé posément. Il a expliqué qu'un tiers, un homme de situation aisée, avait formulé une demande particulière par l'intermédiaire de leur relation. Cet homme recherchait une épouse. Pas pour une union classique, a précisé le représentant, mais pour une durée déterminée, pour des motifs qui ne seraient pas exposés ce soir-là. Cet acquéreur s'engageait à verser les 40 000 euros directement à Raymond, en contrepartie de cet engagement. Ludivine a senti la situation lui échapper. Elle a demandé s'il s'agissait d'une plaisanterie. L'homme est resté sérieux.
Elle a demandé si son père était informé de cette démarche. Le regard de l'homme s'est orienté vers l'accès de la pièce avant de revenir vers elle. C'est à cet instant qu'elle a compris. Son père l'avait désigné. Son propre père s'était trouvé face à Raymond ou à ses représentants avec sa dette de 40 000 € et sa sécurité en jeu, et il avait cherché parmi ses proches ceux qui pouvaient présenter de la valeur, et il s'était tourné vers elle. La pièce était plongée dans un calme absolu. Ludivine a observé ses mains. Ces mêmes mains qui s'occupaient des tâches ménagères pour le compte d'autrui, depuis l'âge de 14 ans. Ces mains qui avaient accompagné sa mère lors de ces derniers instants. Elle a envisagé de refuser. Elle est restée un long moment à peser cette décision. Puis elle a pensé à cet homme aux vêtements déchirés, marqué par les coups, assis près du portail, versant des larmes. Quel qu'ait été son parcours, il restait son seul parent. L'unique personne avec qui elle partageait un lien de parenté. Elle a relevé la tête vers le représentant. « C'est d'accord », a-t-elle dit. Elle n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là. Allongée sur sa literie modeste, fixant le plafond, elle s'efforçait de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une modalité d'existence comme les autres, s'adapter, faire face aux nécessités. Elle l'avait fait toute sa vie, elle saurait y répondre cette fois, encore. Elle parvenait presque à s'en persuader. Au matin, les indications lui ont été transmises. Une adresse, un horaire, les de Grey, fait à emporter, qui devait être restreint car le lieu d'accueil disposait de tout le nécessaire. Elle devait rencontrer l'acquéreur l'après-midi même. Elle a rafraîchi son visage, revêtu sa tenue la plus correcte et coiffé ses cheveux simplement. Elle a frappé à la porte de son père pour prendre congé. Il lui a ouvert. Il s'était habillé également, ayant veillé lui aussi. Ils se sont observés. Il a ébauché un mouvement des lèvres et elle a décelé une succession d'émotions sur ses traits, du regret, du soulagement, et l'embarras de celui qui a commis une démarche irréversible qu'il ne sait comment justifier, mesurant la situation au point qu'aucun mot ne semblait opportune. Elle pensait qu'il formulerait des excuses. Il s'est contenté de dire « On le dit correct dans ses manières ». Elle l'a regardé un instant, puis a franchi le seuil. Le véhicule envoyé pour l'accueillir était sombre, soigné et sans défaut. Le conducteur est resté silencieux. Il lui a ouvert la portière avec déférence et a conduit sans prononcer de mots durant 40 minutes, quittant les quartiers familiers pour s'engager dans des avenues plus larges, calmes, bordées d'arbres, entretenues avec soin. Puis un portail s'est ouvert. Ludivine observait le paysage par la vitre. La demeure était imposante, de façade claire, avec de hautes fenêtres, s'élevant au milieu d'un parc soigné, offrant un décor ordonné. Une fontaine était installée à l'entrée. Des parterres de fleurs colorées bordaient la façade. Pendant un instant, Ludivine a trouvé le lieu agréable, avant de se remémorer les circonstances de sa venue. Le conducteur lui a ouvert la portière. Elle est descendue, se tenant dans l'allée avec ses quelques effets et sa coiffure simple, observant la façade de cette demeure, ressentant un sentiment d'isolement l'envahir. La porte d'entrée s'est ouverte et elle l'a aperçu pour la première fois. Il était de grande taille, d'allure athlétique, se tenant droit, vêtu d'une chemise sombre aux manches relevées. Il semblait être dans la trentaine. Ses traits étaient réguliers, marqués d'une certaine fermeté, et ses yeux sombres s'orientaient vers elle, avec l'attention que l'on porte à l'examen d'un document, écrit. Sans animosité, mais avec rigueur. Il a descendu les marches, et s'est arrêté devant elle. Il n'a pas fait de geste. Pour saluer, Nina sourit. « Tu es Ludivine », a-t-il dit d'une voix basse et assurée, habituée à être entendu. « Oui. Je m'appelle Antoine », a-t-il poursuivi, « tu disposeras de ta propre chambre. Tu auras tout le nécessaire à ta disposition. Je pose une règle, tu ne formules pas de questions concernant ma vie personnelle. » Il l'a observé un court instant, puis s'est retourné pour rentrer dans la maison. Ludivine est restée dans l'allée sous le soleil, sa valise en main, fixant l'accès qui venait de se refermer. Elle ignorait tout de son parcours, de son activité, des motifs qui l'avaient conduit à verser cette somme à Raymond, pour s'adjoindre une présence. Mais elle avait acquis une certitude. Cette
demeure recelait une réalité dissimulée. Et le regard froid qu'il lui avait porté lui faisait mesurer que cette situation comportait des risques pour elle. L'intérieur de la demeure se révélait encore plus imposant que l'extérieur. Non, pas par animation, mais par son calme. C'était l'élément marquant pour Ludivine, alors qu'elle suivait l'intendante, une femme d'un certain âge nommée Agathe. Au pas rapide et aux propos réservés, à travers le hall d'entrée et le grand escalier. La maison était plongée dans un calme absolu. Un calme qui ne semblait pas serein, mais plutôt imposé, comme l'atmosphère qui suit une explication. Vive. Le sol présentait un marbre clair. Les volumes étaient importants. Les luminaires muraux apportaient une clarté douce, mais la plupart restaient éteints, laissant des zones d'ombre se dessiner au fil de leur progression. Des toiles de maître ornaient les parois. Des ouvrages étaient disposés avec ordre dans des bibliothèques. Tout y était soigné, mais l'endroit semblait dépourvu d'animation. Agathe s'est arrêtée devant un accès à l'étage et l'a ouvert, indiquant à Ludivine qu'il s'agissait de sa chambre. Elle a précisé que le repas était servi à 19 heures et qu'elle pouvait choisir de s'installer en salle à manger ou de se faire servir dans ses appartements. Elle a ajouté que la pièce disposait de tout le nécessaire et qu'elle ne devait pas hésiter à formuler ses besoins. Puis elle l'a regardé un instant, d'un air attentif, avant de se retirer. Ludivine s'est retrouvée seule et a refermé la porte. La chambre présentait des dimensions supérieures à tous ses logements passés. La literie était préparée, avec soin. De lourdes draperies encadraient les fenêtres. Une salle de bain, attenante, présentait un carrelage clair et un grand miroir qui lui renvoyait son image, ce dont elle n'avait pas l'habitude. Elle s'est assise sur le bord du lit. Et pour la première fois depuis le début de ces événements, les démarches, la voiture et le trajet, elle a laissé libre cours à son émotion. C'était une sensation profonde, intérieure, qui dépassait les simples larmes, une lassitude accumulée. Elle s'est concentrée pour surmonter cette impression, car elle avait appris tôt qu'il convenait de faire face aux difficultés sans faiblir et que la seule direction possible était de poursuivre sa route. Elle s'est efforcée de retrouver son calme. Puis elle s'est rafraîchi le visage dans la salle de bain et s'est approchée de la fenêtre. Le parc s'étendait en contrebas, large et entretenu, entouré d'une clôture de maçonnerie élevée faisant écran à la rue. Un chemin de pierre serpentait entre les espaces fleuris et menait à un banc installé en limite de propriété. Et, assis sur ce banc, le dos tourné à la demeure, immobile, se tenait Antoine. Il restait penché, les coudes sur les genoux, parfaitement silencieux. Il est resté ainsi de longs moments, au point que Ludivine s'est demandé s'il rencontrait une difficulté. Elle s'interrogeait sur la situation de cet homme, qui passait ses après-midi assis seul dans un tel parc, sans mouvement et sans but apparent. Elle est restée à l'observer jusqu'à ce que la lumière décline, qu'il se décide enfin à se lever pour regagner la maison. Juste avant d'entrer, il a orienté son regard vers sa fenêtre. Ludivine s'est reculée rapidement, le cœur battant, s'appuyant contre le mur près de la draperie, surprise de sa propre réaction face à cet homme dans cette demeure. Elle a attendu qu'il soit dû entrer pour se rapprocher de la vitre. Le parc était désormais désert. Le repas était dressé dans une salle à manger aux proportions importantes. Une longue table était installée, Antoine occupant une extrémité et une place ayant été disposée pour Ludivine à l'autre bout, ce qui imposait une distance, excluant tout échange à voix normale, sans effort. Elle s'est installée. On lui a présenté son assiette. Réalisant qu'elle n'avait pas pris de nourriture depuis la veille, elle a dîné. S'efforçant de maintenir des manières correctes malgré sa faim. Antoine mangeait lentement, manifestant une parfaite maîtrise de ses mouvements. Il observait son assiette, consultant brièvement son téléphone à de rares intervalles. Il n'orientait pas son regard vers elle. Le silence s'installait. Ludivine a décidé qu'elle ne s'effacerait pas dans ce mutisme simplement pour complaire à la réserve de cet homme. Elle avait passé sa jeunesse à s'effacer, elle y avait renoncé.
Cette préparation est excellente, a-t-elle dit. Antoine a levé les yeux vers elle. C'était la première fois depuis son arrivée qu'il la considérait directement. Elle a soutenu son regard sans faiblir, ce qui a semblé marquer une légère surprise chez lui. Agathe prend soin de notre table depuis des années, a-t-il répondu. Ludivine a marqué son assentiment. Depuis quand résidez-vous dans cette demeure? Elle a perçu une légère crispation de sa part. J'ai posé une règle, a-t-il rappelé. Vous avez exclu les questions concernant votre vie personnelle, ai-je précisé. S'enquérir de la durée de votre installation dans ce logement relève de la simple conversation courante. Le silence s'est fait plus pesant. Puis, sans la regarder directement, Antoine a répondu. 6 ans. C'était tout. Mais Ludivine a consigné cette information. 6 années passées. Dans cette grande demeure silencieuse. 6 années marquées par ces après-midi, passées seules au parc, cette longue table maintenant les distances, et cette règle, posée d'entrée. Quel qu'était l'événement survenu 6 ans plus tôt, la situation semblait perdurer. Elle a appris à connaître la demeure progressivement, au fil des jours. Elle a découvert une bibliothèque au rez-de-chaussée le 3e jour, présentant des volumes s'élevant jusqu'au plafond et 2 fauteuils confortables disposés au centre. La pièce offrait une atmosphère chaleureuse. Elle a pris l'habitude d'y passer ses matinées, car le reste de la maison lui faisait l'effet d'un musée. Il y avait un couloir à l'étage vers lequel aucun interdit ne lui avait été formulé, mais qu'un sentiment de réserve l'incitait à éviter. Au fond de ce dégagement se trouvait un accès qui restait fermé. Elle s'est tenue à distance. Antoine quittait la demeure chaque matin à 6h45. Elle l'entendait partir, ayant conservé l'habitude de se lever tôt, acquise durant sa jeunesse. Elle percevait la fermeture de la porte et le départ du véhicule, avant que la maison ne retrouve son calme habituel. Il rentrait en fin de journée, parfois vers 18h, parfois tard dans la soirée. Une nuit, il était minuit passé lorsqu'elle aperçut ses pas sur le marbre du hall, mesurant sa progression dans l'ombre. Ils partageaient le repas la plupart des soirs. Les échanges restaient brefs et mesurés. Elle posait de simples questions, auxquelles il répondait de manière concise ou par le silence, mais elle continuait de s'exprimer, refusant de s'associer à ce mutisme. On s'était trop souvent tu autour d'elle par le passé. Elle ne comptait pas reproduire ce schéma face à cet homme distant. Un soir, elle l'a interrogé sur son activité professionnelle. Il l'a observé un moment avant de répondre. NPNUR dev you have dav 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 you have dav you. Je suis chirurgien. Elle a posé son couvert. Chirurgienne? Oui, en cardiologie. Elle l'a regardé, avec étonnement. Il y avait une forme de décalage à constater, que cet homme qui maintenait ses propres sentiments à distance, passait ses journées à intervenir sur le cœur des autres. Elle n'a pas formulé cette pensée, mais elle a perçu dans ses yeux qu'il l'avait saisie. Le 9e jour, elle a trouvé la photographie. Elle ne cherchait pas à fouiller, mais en recherchant un stylo dans le tiroir d'une console près de la prise. Bibliothèque, sa main a rencontré le support cartonné. Elle l'a sorti et l'a observé, ressentant une vive émotion. C'était un cliché de famille. Antoine y figurait plus jeune, l'expression est différente, vêtu d'une chemise claire et souriant sincèrement. À ses côtés tenait une femme d'allure avenante, souriante, la tête légèrement inclinée. Elle posait la main sur l'épaule d'un jeune garçon d'environ 4 ou 5 ans, aux grands yeux et au sourire espiègle, les bras ouverts comme pour s'élancer. Il affichait un bonheur évident. Ludivine a retourné le cliché. Y figurait une mention manuscrite. Antoine, Camille, Clément, été. Sans précision d'année. Simplement le mot été. Comme si la personne qui l'avait inscrit n'avait pu envisager que cette période resterait unique. Ludivine est restée immobile, puis a replacé la photographie exactement là où elle l'avait trouvée. Elle s'est approchée de la fenêtre, observant le parc et le banc, pensant à cet homme qui s'y installait quotidiennement en solitaire. Camille Clément, qu'était-il devenu? Et pour quelle raison Antoine? Semblait-il s'être ainsi retiré de la vie active? Elle a retrouvé Agathe en cuisine ce soir-là. Elle n'a pas posé de questions
direct, sachant que les informations importantes s'obtiennent avec retenue. Elle l'a simplement interrogé sur la durée de sa présence auprès d'Antoine. Agathe a répondu « plusieurs années », ce qui confirmait sa réserve. Ludivine a demandé si son attitude avait toujours été marquée par cette distance, et calme et pesante. Agathe a cessé sa tâche, observant Ludivine d'un air sérieux, pesant, l'opportunité de s'exprimer. Il a perdu ses proches, a-t-elle fini par confier à voix basse. Il a perdu son épouse et son enfant. Et il a eu des difficultés à surmonter cette épreuve. Il s'efforce de se reconstruire. Ludivine a baissé les yeux vers le sol. Et l'accès fermé à l'étage? Agathe a raffermi sa prise sur son ustensile de cuisine. Évitez de vous en approcher, a-t-elle recommandé doucement. Quelles que soient vos démarches dans cette maison, n'ouvrez pas cette porte. Ludivine a marqué son accord. Elle est montée dans sa chambre, allongée dans son lit dans le calme de la nuit, éprouvant un sentiment de compassion à son égard. Non pas de la commisération formulée, mais une réelle compréhension de sa blessure, la ramenant à sa propre condition d'être humain. Elle s'est efforcée d'écarter cette pensée, se répétant qu'elle était là pour faire face aux nécessités du quotidien et non pour s'intéresser aux sentiments d'autrui. Elle s'exerçait à se convaincre de ses principes. C'est la 13e nuit qu'elle l'a entendu. Elle s'était assoupie d'un sommeil léger, propre au lieu inhabituel. C'est alors qu'à travers la cloison et le lin calme de la demeure s'est élevé un son qui l'a réveillée instantanément. C'était la voix d'Antoine, provenant de l'étage inférieur. Une voix basse, pressante, marquée par une détresse inhabituelle. Non pas des propos distincts, mais l'expression de paroles répétées dans un rêve ou sous le coup de la douleur. Elle s'est redressée, écoutant dans l'obscurité. L'échange a duré quelques 10 minutes, cette voix tourmentée s'adressant à une absence. Puis le calme est revenu, plus pesant encore que le son précédent. Elle s'est levée sans prêter attention à sa démarche, s'engageant dans le couloir avant de prendre une décision. Elle s'est tenue devant sa porte, dans le calme revenu. Elle s'apprêtait à frapper lorsqu'elle aperçut un autre échange. Une parole qui a arrêté son geste et sa respiration, modifiant ses pensées. Il ne s'agissait pas d'un songe, ni de regret formulé, mais d'une communication téléphonique. La voix d'Antoine s'était faite plus posée, reprenant son ton habituel, exprimant des paroles dont elle ne saisissait que des bribes à travers la porte massive. Mais les termes perçus se révélaient suffisants, son propre nom, Ludivine, et une interrogation posée par son interlocuteur, suivie de la réponse d'Antoine. Elle s'est rapprochée pour écouter. Elle a saisi distinctement 4 mots qui ont modifié l'analyse qu'elle s'était faite de la situation, de cet homme et de leur arrangement. 4 mots qui l'ont incité à reculer dans le couloir sombre et à poser ses mains sur sa bouche. Ces mots lui révélaient une réalité. Antoine ne l'avait pas acquise, il l'avait soustraite à un danger. Et la personne au bout du fil s'opposait à cette issue, refusant d'en rester là. Elle est restée immobile un long moment dans le couloir sombre, les mains posées sur le visage, le cœur battant la chamade. Il l'avait soustraite au danger. Elle pesait cette idée, tentant d'en appréhender la portée. Soustraite, et non acquise ou liée par un arrangement financier. Mais face à quel danger? Et pour quel motif? Et qui s'exprimait à cette heure au téléphone, d'une voix dont elle ressentait la menace à travers la cloison. Elle s'est efforcée de bouger, de regagner sa chambre à pas discrets, de se glisser dans son lit et de ramener la couverture sur elle, cherchant à s'apaiser. Elle n'a pas retrouvé le sommeil, repensant à chaque moment de ses 13 journées passées dans cette maison. Chaque repas, chaque silence, chaque réponse concise apportée à ses questions. Elle s'est remémoré son regard lors de son arrivée dans l'allée. Ce n'était pas de la dureté. Elle s'y était préparée. Mais cela ne s'était pas manifesté. Ce n'était pas de l'amabilité non plus, mais plutôt un sentiment d'embarras. Et regard d'un homme dépositaire d'une information qu'il ne pouvait encore lui te révéler. Elle a pressé son visage contre l'oreiller, retenant l'envie de le confronter pour exiger des explications. Elle n'était pas d'un tempérament
timide, n'ayant jamais pu se le permettre, mais une certaine appréhension la retenait face à la nature possible de cette vérité. Au matin, la clarté s'est imposée rapidement. Elle a rafraîchi ses traits, s'est habillée et est descendue. Antoine était déjà installé à la table de la cuisine, ce qui différait de ses habitudes, car il partait généralement plus tôt. Il tenait sa tasse entre ses mains, le regard fixé sur la table. Il a levé les yeux à son entrée, et elle a décelé une vive émotion traverser ses traits avant qu'il ne reprenne sa réserve habituelle. « Bonjour » a-t-il dit. « Bonjour » a répondu Ludivine. Elle s'est servi un café et s'est installée en face de lui, l'observant directement, sans la réserve des jours précédents. Il a perçu cette attention. « Tu sembles fatigué » a-t-il constaté. « Effectivement » ai-je répondu. Elle a tenu sa tasse de la même façon que lui, avant d'ajouter doucement « Antoine, avec qui t'entretenais-tu au téléphone? Hier soir ?» La pièce est devenue totalement silencieuse. Elle a observé la crispation, familière de ses traits, marquant son embarras devant sa question. Mais cette fois, elle a décelé une hésitation passagère dans ses yeux. « Tu as entendu l'échange? » J'ai perçu suffisamment d'éléments pour comprendre. Il s'est levé pour poser sa tasse sur le plan de travail, lui tournant le dos. Elle a observé sa carrure, marquant sa résolution, et a pensé au cliché du tiroir, à l'accès fermé à l'étage, au banc du parc, et à la différence d'allure de cet homme dans le passé. Il est resté silencieux un long moment avant de répondre. Il y a des explications que je dois t'apporter, mais pas aujourd'hui. Pour quelle raison pas aujourd'hui? Parce que je souhaite le faire convenablement, et que je ne me sens pas prêt. Elle a observé sa posture rigide et ses mains posées à plat sur le plan de paille. Travail. Elle a ressenti une émotion mêlée de détermination, issue de ces années, d'épreuves passées, où d'autres prenaient des décisions l'engageant au nom de la nécessité. Antoine, elle l'a dit. Il s'est tourné légèrement. Quelle que soit la situation, je dispose de la force nécessaire pour y faire face. Il s'est tourné complètement vers elle, l'observant à travers la cuisine, éclairée par la lumière du matin, alors que leur boisson refroidissait. « Je le sais » a-t-il simplement répondu d'une voix basse. Ces deux mots ont produit un effet inattendu en elle. L'après-midi, elle a trouvé la pièce. Pas la porte fermée à l'étage, sur laquelle elle avait choisi de respecter sa parole, mais un autre accès situé entre deux. Retrait de la bibliothèque, derrière un ouvrant qu'elle avait pris pour un rangement. Elle l'a poussé par simple curiosité, s'attendant à y trouver du matériel. C'était une chambre d'enfant. Elle est restée sur le seuil, immobile. La pièce était petite, préservée en l'état, une literie au drap bleu ornée d'étoiles, claires, une bibliothèque adaptée à la taille d'un enfant présentant des albums, rangés avec ordre, un coffre à jouets en bois ouvert laissant apparaître son contenu disposé avec soin. Un dessin encadré était fixé au mur, de ces tracés simples d'un jeune enfant montrant des silhouettes et des habitations aux couleurs vives. Au bas du dessin figurait une mention manuscrite. Clément, 4 ans. Ludivine a porté la main à son visage. Elle comprenait désormais l'atmosphère de cette demeure, ce calme imposé, cette préservation rigoureuse. Ce n'était pas seulement une maison tranquille, mais une demeure qui avait connu l'animation d'un enfant, les rires et les jeux, l'affection d'une épouse et l'élan d'un fils. Et tout cela s'était arrêté subitement, Antoine conservant chaque élément, en l'état, pour se refuser à acter cette disparition. Elle s'est retirée discrètement et a refermé la porte sans bruit. Se tenant dans la bibliothèque, elle a ressenti sa propre tristesse l'envahir. Ses regrets pour la perte de sa mère, ses projets délaissés, ses épreuves passées et la rigueur de son quotidien. Elle est restée un moment à laisser libre cours à son émotion, avant de reprendre sa contenance, de s'installer dans un fauteuil et de poser un ouvrage sur ses genoux pour retrouver son calme. Il l'a trouvé ainsi 2 heures plus tard. Il s'est arrêté sur le seuil de la bibliothèque et l'a observée assise avec son livre. Elle a relevé la tête, sans chercher à dissimuler ses traits. Il a perçu son émotion. Il est entré lentement et s'est installé dans le fauteuil en face d'elle. Il
sont restés un moment ainsi, sous la lumière de l'après-midi, qui déclinait entre eux sur le sol. C'était leur premier échange sincère depuis son arrivée. L'accès derrière la bibliothèque. A-t-il commencé? Je ne cherchais pas à m'y introduire, ai-je précisé. J'imaginais qu'il s'agissait d'un rangement. Il a fixé ses mains. Clément, ai-je dit doucement. Son attitude s'est modifiée à l'énoncé de ce prénom, marquant une profonde émotion. Il est resté silencieux un long moment, et je n'ai pas cherché à combler ce calme, comprenant qu'il convenait de le respecter. Il avait 5 ans, a-t-il fini par confier à voix basse. J'ai fermé les yeux un instant. Camille avait 31 ans, a-t-il poursuivi. Elle redoutait les hôpitaux. Elle s'efforçait de les éviter, ce qui est singulier pour l'épouse d'un chirurgien. J'y repense parfois à cette influence que les sentiments exercent sur nos hommes. Choix. Ludivine a ouvert les yeux. Il observait la fenêtre, le parc et le banc dont elle comprenait désormais le sens. C'était un accident de la route, il y a 3 ans, a-t-il expliqué. J'étais en cours d'intervention chirurgicale, mon téléphone était éteint. À ma sortie, il avait déjà disparu. Tous les deux, au même instant, sur le trajet. Je m'efforçais de soigner un patient, et mes proches perdaient la vie à proximité. Il s'est interrompu. Ludivine a pensé à l'homme de la photographie, souriant aux côtés de son épouse et de son fils, lors d'une période heureuse. Je suis désolée, a-t-elle dit. Il l'a regardée, habitué à susciter de la commisération. Mais son visage n'exprimait pas de la simple pitié. Il y a décelé une réelle compréhension, ce qui a semblé apaiser sa réserve. C'était la reconnaissance partagée de ceux qui ont connu la perte d'êtres chers et doivent composer avec leur absence. Tu as perdu ta mère, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Agathe l'en avait informé, ou il l'avait pressenti. À l'âge de 12 ans, après une longue maladie, ai-je répondu. J'y étais préparé, mais la perte a néanmoins été difficile à surmonter. Il a acquiescé lentement, marquant sa compréhension. Et j'ai dû composer avec l'attitude de mon père, ce qui s'est révélé parfois plus complexe que son absence pure et simple, ai-je ajouté. Il n'a pas répondu, mais elle a perçu qu'il saisissait parfaitement la situation. Cet échange sincère les rapprochait, et pour la première fois dans cette demeure, Ludivine ne se sentait plus considérée comme un simple engagement, mais comme une personne digne d'intérêt. 3 jours plus tard, il lui a exposé les motifs de sa démarche. Il se trouvait dans le parc. Elle avait pris l'habitude d'y passer ses après-midi, ce qu'il avait remarqué sans faire d'observation. Ce jour-là, il l'avait rejointe sur le banc alors qu'elle s'occupait des parterres de fleurs, appliquant les conseils de maman Yvette sur l'entretien des végétaux pour favoriser leur développement. Il l'a observé un moment avant de prendre la parole, le conseil d'administration de l'hôpital. Elle a relevé la tête. « Je suis chef du service de cardiologie », a-t-il expliqué. J'étais en congé, après le décès de mes proches. J'ai repris mes fonctions trop tôt, car l'inactivité m'était difficile à supporter. J'ai perdu un patient en cours d'intervention, et le conseil a diligenté des enquêtes sur mes pratiques. Certains membres ont émis des réserves sur mes capacités professionnelles au vu de ma situation personnelle. Ludivine a posé son outil de jardinage. Un confrère, Gérald, brigue mon poste depuis des années, a-t-il poursuivi. Il a insisté sur mes difficultés et mon isolement pour contester mon aptitude à diriger le service. Il vous fallait donc présenter des signes de stabilité, a déduit Ludivine. Présenter une situation de reconstruction, de retour à une vie de famille. La psychologue conseil estimait que ma reprise d'activité exigeait de réels signes de réintégration affective, ce sont ses termes. Ludivine a analysé l'information. Et l'on vous a suggéré de contracter une union. Ses traits se sont resserrés. J'ai pris cette décision moi-même, ce que je regrette aujourd'hui. Jean mesurait le caractère inapproprié, mais j'ai agi par nécessité professionnelle. Is one. Et concernant Raymond, un confrère intervenant dans des structures d'aide m'a mise en relation avec ses connaissances, a-t-il expliqué en la regardant directement. Il m'a informé de ta situation, d'une jeune fille dont le père s'était engagé sur une dette,
impossible à honorer, et qui s'apprêtait à être cédée pour la solder dans des conditions contraires à une union classique. Ludivine est restée immobile. Qu'entends-tu par là? Les dispositions prévues par Raymond avant mon intervention ne consistaient pas en une union, Ludivine, a-t-il dit avec précaution. L'acquéreur pressenti envisageait de t'emmener à l'étranger, dans des conditions dont tu n'aurais pu te dégager. Le calme s'est fait dans le jardin. Elle a repensé aux représentants aux manières courtoises, à sa présentation de la situation comme d'une union non conventionnelle. Elle a pensé à l'attitude de son père, affirmant qu'Antoine semblait correct, tout en ayant accepté ces conditions pour se préserver. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la tristesse, mais une vive détermination. « J'aurais dû en être informée », a-t-elle dit à voix basse. « Tout à fait. Dès le premier jour, tu aurais dû m'exposer la situation. J'en conviens, et j'en suis désolée. J'en avais l'intention à ton arrivée, mais ta présence sincère m'a déstabilisée, n'ayant plus l'habitude de tels échanges depuis 3 ans. J'ai différé cette explication de jour en jour, et je te présente mes excuses les plus sincères. » Elle l'a regardé. Son attitude présentait une sincérité inhabituelle, dépouillée de sa réserve habituelle. C'était la manifestation d'une réelle ouverture de sa part. « Je te crois », a-t-elle simplement répondu. Il l'a observée avec attention, et pour la première fois, elle aperçut que son geste initial, malgré les apparences, avait été guidé par une réelle bienveillance à son égard. Elle a détourné le regard, ressentant une émotion nouvelle qu'elle ne savait encore comment analyser. Cette nuit-là, elle a rêvé de sa mère. Elle se tenait dans un jardin similaire, vêtue d'une tenue claire, lui adressant son sourire chaleureux d'autrefois. « Tu chantes encore » lui disait sa mère. « Seulement pour moi » répondait Ludivine. « C'est ainsi que le chant doit débuter » concluait sa mère. Le songe s'est modifié, et elle s'est retrouvée dans le couloir de l'étage, devant l'accès fermé, qui s'ouvrait désormais sur une clarté douce et chaleureuse. Elle s'est réveillée dans le calme de la demeure, repensant aux paroles d'Antoine. « Ta présence sincère m'a déstabilisée. » Elle s'interrogeait sur la portée de cette relation. C'est alors qu'elle aperçut à nouveau cette voix basse et tourmentée s'élever du couloir. Sa voix de détresse. Elle s'est levée, s'est dirigée vers sa chambre et a frappé doucement à sa porte. Une seule fois. Le silence est revenu, suivi d'un mouvement, puis la porte s'est ouverte. Antoine est apparu, les traits marqués par le sommeil interrompu. En l'observant, ainsi, dépouillé de son assurance professionnelle, Ludivine a ressenti une vive émotion l'envahir devant la réalité de sa détresse humaine. « Je t'ai réveillé » a-t-il demandé d'une voix basse. « J'étais déjà éveillée » a-t-elle répondu. Ils se sont observés. « Je souhaitais simplement m'assurer que tu allais bien » a-t-elle ajouté. Il a soutenu son regard, d'une expression sincère et désarmée. Ce n'était pas de l'attente, mais la surprise d'un homme qui avait oublié que l'on pouvait veiller sur lui, s'étant enfermé dans son isolement depuis 3 ans. « Je vais bien » a-t-il répondu d'une voix altérée. « Merci, Ludivine. » Elle a fait mine de se retourner pour regagner sa chambre, mais il l'a rappelé. Son ton s'était modifié. « J'ignore comment aborder cette situation » a-t-il confié. « Je ne suis pas un homme simple, mon parcours est complexe. Tu as 18 ans, tu t'es présenté ici, dans des circonstances regrettables. Et je refuse de t'imposer des contraintes supplémentaires. Me poses-tu une question » ai-je demandé. « J'ignore quelle question poser. » Ludivine a observé son visage marqué par la fatigue, la culpabilité et la solitude de ces 3 dernières années. Elle a pensé aux pièces préservées de la prompte maison, au dessin de l'enfant, à ses propres épreuves passées et à la condition de son père. « Antoine, ai-je dit, je me suis présenté ici par choix. Même si les circonstances étaient difficiles, la décision m'appartenait. Ne me retire pas cette autonomie. » Il a fermé les yeux un instant. « Bonne nuit » ai-je ajouté. « Bonne nuit, Ludivine » a-t-il répondu. Elle a regagné sa chambre, retenant l'émotion que cet échange suscitait en elle. Elle ignorait alors que dans le bureau d'Antoine, au rez-de-chaussée, le téléphone retentissait. Et l'interlocuteur n'était pas un représentant
L'hôpital. C'était quelqu'un qui observait la maison, refusant que l'arrangement initial soit ainsi écarté, estimant que la somme versée n'était qu'un début. L'appareil a sonné à plusieurs reprises avant qu'Antoine ne décroche dans l'obscurité du bureau, ressentant une vive inquiétude. Il s'attendait à cet appel, le redoutant depuis des jours. L'interlocuteur s'exprimait d'une voix posée, assurée. Ce n'était pas Raymond qui avait été soldé. C'était Cyril, l'instigateur de la première démarche, concernant Ludivine, celui qui avait planifié sa destination et qui n'admettait pas d'avoir été écarté de la transaction. J'apprends qu'elle s'est installée convenablement, a-t-il dit. Antoine est resté silencieux. Une demeure importante pour une jeune fille de sa condition, a poursuivi Cyril. Qu'attendez-vous pour honorer l'accord initial? Quelle est votre demande? A répliqué Antoine. Je demande l'application de nos dispositions d'origine. Raymond a pris une décision sans m'en référer, mais cette jeune fille faisait l'objet d'un engagement préalable à votre intervention, et je tiens à ce qu'il soit respecté. Antoine a ressenti sa détermination se raffermir. Elle est mon épouse, a-t-il déclaré. Cyril a eu un rire sans joie. C'est une jeune fille dont le père a signé un engagement dans des locaux qui m'appartiennent. Un paiement ne suffit pas à annuler une transaction. J'en informerai les autorités, a dit Antoine. Réfléchissez-y, Antoine, a répondu Cyril d'un ton calme. Vous êtes un chirurgien dont les pratiques font l'objet d'enquêtes et présentant des difficultés personnelles signalées. Je dispose des services de conseil juridiques compétents. Mesurez les conséquences d'une telle démarche pour chacun d'entre nous. Je vous laisse une semaine pour vous décider. Au-delà, j'interviendrai pour récupérer ce qui me revient, et mon intervention ne sera pas courtoise. La communication a pris fin. Antoine est resté de longs moments assis dans l'obscurité de son bureau, réalisant que cette relation avec Ludivine avait pris une importance nouvelle pour lui, réveillant des sentiments qu'il n'avait pas éprouvés depuis 3 ans. Et il refusait de l'avoir exposé à ce danger. Il lui a exposé la situation dès le lendemain matin, sans détour. Son parcours professionnel lui avait appris à aborder les difficultés de front. Installé en face d'elle, dans la cuisine, il lui a présenté l'ensemble des faits concernant Cyril, ses projets initiaux et ses menaces. Elle l'a écouté sans faiblir, les mains posées à plat sur la table. Il me considère comme un bien cessible, a-t-elle constaté après un silence. C'est exact, a répondu Antoine. Et mon père s'est prêté à cela. Oui, doucement. Elle a fixé la table, marquant la déception de voir se confirmer une réalité qu'elle s'était efforcée d'occulter. Comment devons-nous agir? A-t-elle demandé. Je dispose d'un plan, mais il requiert ta totale confiance, ce que comprendrais que tu hésites à m'accorder au vu de la situation. Elle a relevé la tête vers lui. Tu m'as soustraite à ce danger, tu m'as présenté la vérité et tu as partagé tes épreuves avec moi. Je te fais confiance. Ces mots simples ont touché Antoine au plus profond de lui-même. Il a acquiescé. Dans ce cas, écoute attentivement les modalités. Le plan reposait sur 3 démarches. Premièrement, son confrère, le docteur Jamet, qui l'avait mis en relation avec Raymond, disposait des pièces de la transaction initiale, attestant de la régularité du règlement d'Antoine. Il détenait également, par précaution, des éléments d'information sur l'activité de Cyril que ce dernier s'était efforcé de dissimuler. Antoine a pris contact avec lui. Le docteur Jamet s'attendait à sa démarche. Deuxièmement, Gérald, le membre du conseil d'administration qui contestait son aptitude professionnelle. Antoine a sollicité une réunion extraordinaire du conseil. Et il s'y est présenté accompagné de Ludivine. Les membres du conseil, ont observé sa présence et en ont tiré leurs conclusions, conformément aux attentes d'Antoine. Mais elle n'était pas là comme simple témoin. Elle a demandé à s'exprimer, et Antoine l'y a encouragée. Elle s'est levée devant le conseil. Elle s'est exprimée simplement, avec la force de son parcours, évoquant la sensibilité et la droiture d'Antoine, non pas comme chef de service, mais comme être humain. Son attention aux autres, sa
Droiture malgré ses épreuves personnelles, sa capacité à offrir un espace d'expression dans sa propre demeure. Son intervention sincère a modifié l'atmosphère de la pièce. Les membres du conseil l'écoutaient avec attention, Gerald cessant de prendre des notes et la psychologue conseil montrant son intérêt pour ses propos. Antoine l'observait avec une réelle admiration. À l'issue de son intervention, le président du conseil l'a remercié, Gerald, restant silencieux pour le reste de la réunion. Troisièmement, l'intervention des services compétents, de manière structurée, efficace. Les pièces réunies par le Dr Jamet ont été transmises à un responsable d'enquête rigoureux qui recherchait depuis longtemps des éléments pour analyser les activités de Cyril. Les vérifications ont été engagées rapidement. En fin de semaine, Cyril faisait face à des difficultés administratives et financières majeures qui allaient le mobiliser longuement, l'éloignant définitivement de Ludivine. Ces menaces n'ont pas connu de suite. Le calme est revenu dans la demeure. Le dernier soir de cette semaine d'incertitude, Ludivine se tenait dans le parc, savourant un sentiment de sécurité nouveau pour elle. Elle s'est installée sur le banc d'Antoine, observant le ciel en fin de journée. Antoine l'a rejointe sur le banc. « Les difficultés sont écartées ?» a-t-elle demandé. « Tout à fait » a-t-il répondu. Elle a observé l'horizon coloré par le coucher du soleil. Repensant à son enfance, à ses efforts passés, et au conseil de sa mère dans son rêve, elle a versé des larmes de soulagement, se libérant de la tension accumulée. Antoine est resté à ses côtés, sans paroles inutiles, posant simplement sa main sur la sienne en signe de soutien. Ce geste simple s'est révélé d'un grand réconfort pour elle. Elle a retourné sa main pour serrer la sienne. Ils sont restés ainsi alors que la nuit s'installait sur le parc. Son père s'est présenté 3 semaines plus tard. Elle s'attendait à sa venue et avait réfléchi à son attitude. Il se tenait à l'entrée, marquant une certaine retenue, son chapeau entre les mains. Il a observé la demeure, puis sa fille, son visage traduisant ses regrets et son affection persistante. Ludivine lui a ouvert le portail. « J'ai connaissance des engagements que tu as signés, papa, » a-t-elle dit. Il n'a pas cherché à se justifier, acceptant la réalité de ses actes entre eux. Elle l'a observé un moment, pensant à son parcours, aux efforts qu'elle avait fournis et au soutien qu'elle trouvait désormais auprès d'Antoine. Elle a réalisé que surmonter les épreuves passées nécessitait de poursuivre sa route, sans s'enfermer dans les regrets. « Je ne vais pas occulter ces événements, » a-t-elle poursuivi. « Mais je refuse qu'ils fassent obstacle à nos relations futures, car j'aspire à un échange plus serein. » Il a manifesté son émotion. Elle s'est avancée pour l'embrasser, choisissant de se positionner non plus comme victime des circonstances, mais comme actrice de sa propre existence, capable de composer avec ses blessures tout en engageant sa reconstruction. « Tu dois accepter de te faire accompagner, papa, » a-t-elle insisté. « Un réel accompagnement. Si tu souhaites prendre part à mon quotidien, tu dois faire preuve de résolution. »« Je le sais, » a-t-il répondu. « C'est indispensable. »« J'ai compris, Ludivine. » Elle s'est reculée, l'observant avec sérieux. « Un programme adapté existe, Antoine s'est renseigné. C'est exigeant, mais cela donne des résultats solides. » Son père a observé la demeure et le parc, constatant l'assurance et l'équilibre de sa fille, qui s'appuyait désormais sur des bases solides. Il a marqué son accord. Elle a débuté ses études d'infirmière 4 mois plus tard. Antoine l'a accompagnée pour sa rentrée. Installée dans le véhicule, ses fournitures sur genoux, elle éprouvait une certaine appréhension devant ce projet qui se concrétisait enfin, après avoir été si longtemps délaissé. Elle a observé l'établissement et les étudiants s'y dirigeant. « Penses-tu que je parviendrai à mener ce projet à bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as su faire preuve d'une réelle force de caractère face à des situations complexes, » a répondu Antoine. « Tu montreras de grandes aptitudes dans ce domaine, j'en suis certain. » Elle l'a regardé. « Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer ? J'ai pu observer ta sensibilité et ta résolution. Tu as toutes les qualités requises. » Ses paroles l'ont réconfortée. Elle a pris ses effets. « Antoine, a-t-elle l'a dit. Oui. Je te remercie de m'accompagner ainsi. »« Merci à toi de me faire confiance, » a-t-il répondu.
Elle s'est dirigée vers l'entrée de l'école, investissant enfin le projet qui lui tenait à cœur. Antoine a repris ses fonctions de chirurgien 6 mois après son arrivée. Elle avait perçu son intention en observant son attitude pensive le matin devant sa tasse. Elle s'était familiarisée avec ses réactions avec le temps. Elle s'est approchée de lui. « Quand reprends-tu tes interventions? »« Tu l'as pressenti, a-t-il dit. »« Je t'observe, tout simplement. » Il est resté silencieux un moment. Lundi, a-t-il précisé. Un jeune patient de 7 ans présente une malformation cardiaque importante. L'intervention comporte de réels risques et mes confrères hésitent à s'y engager. Mais tu as choisi d'intervenir, ai-je dit. J'estime être en mesure de mener cette opération. J'ai observé ses traits réguliers et son regard sérieux orienté vers l'extérieur. Je comprenais que sa décision s'inscrivait dans son parcours de reconstruction personnelle. Clément t'encouragerait dans cette voie, ai-je doucement ajouté. Il aimerait savoir son père engagé à soigner ce jeune patient. C'est l'attitude qui te correspond. Antoine m'a regardé avec émotion, sensible à l'énoncé de ce prénom que je prononçais pour la première fois. Ludivine, a-t-il murmuré. Exprime tes sentiments de manière sincère, Antoine, lui ai-je dit. J'éprouve de l'affection pour toi, a-t-il confié. Ces mots simples se sont imposés entre nous. Je l'ai perçu depuis quelque temps. Ai-je répondu avec un sourire. J'attendais que tu te décides à l'exprimer. Il a eu un rire franc, le premier que je lui connaissais, traduisant sa joie, prêt retrouvée. C'était l'expression de sa personnalité d'autrefois, ouverte, chaleureuse. Il s'est approché d'elle, lui prenant le visage entre ses mains, avec déférence. Ils se sont embrassés, marquant la fin de la période d'isolement de la demeure. L'intervention de lundi a été couronnée de succès. Plusieurs heures d'une opération méticuleuse, menée par des mains expertes. La mère du jeune patient a manifesté son soulagement dans les couloirs de l'établissement. Antoine a retrouvé Ludivine dans la salle d'attente à sa sortie. Elle s'y était rendue pour le soutenir. Elle s'est levée à son approche et l'a serré chaleureusement dans ses bras au milieu du couloir, scellant leur complicité. Au printemps suivant, ils ont créé une fondation d'aide à l'enfance, à l'initiative de Ludivine. Elle aimait s'installer de temps à autre dans la chambre de Clément pour y passer des moments sereins. Elle y lisait ses cours d'infirmière, trouvant que l'endroit s'y prêtait. Elle a partagé son projet avec Antoine. Concernant les jouets et les livres de Clément, lui a-t-elle suggéré, ainsi, que les effets de cette pièce. Il y a de nombreux enfants en difficulté dans notre ville qui manquent de ressources. Pourquoi ne pas faire bénéficier ces structures de ce que cette pièce contient d'affection? C'est une façon de faire vivre sa mémoire de manière constructive. Antoine est resté silencieux un long moment, touché par la proposition. Une fondation d'aide, a-t-il dit. En mémoire de Camille et de Clément, pour prolonger leur présence à travers ces actions de solidarité, ai-je précisé. Il s'est levé et m'a serré chaleureusement dans ses bras, exprimant sa gratitude. Les fournitures et les jouets ont été remis à une structure d'accueil d'enfants en difficulté le mardi suivant. Antoine et Ludivine ont procédé eux-mêmes à la livraison. Les enfants ont accueilli ces dons avec joie. Une jeune fille aux grands yeux s'est saisie d'un ours en peluche avec étonnement. Ludivine s'est approchée d'elle. « Il est pour moi ?» a demandé l'enfant. « Oui, il t'appartient » a répondu Ludivine. « Pour toujours ?»« Pour toujours. » L'enfant a serré le jouet contre elle. Ludivine s'est redressée, croisant le juban. Regarde Antoine empreint de déférence et d'affection. Il a formulé sa demande en mariage dans le parc, le long du chemin de pierre où il s'était entretenu sincèrement pour la première fois. C'était un dimanche soir, sous un ciel coloré. Elle s'y promenait pour trouver de la tranquillité d'esprit et il l'a rejointe sur le chemin, lui présentant une bague qu'il avait choisie avec soin, simple et élégante, correspondant à sa personnalité. « Je sais dans quelles conditions notre relation a débuté », a-t-il dit. « Je m'en souviens. » Ai-je répondu. « J'en éprouve toujours de l'embarras, mais je me présente aujourd'hui devant toi sans autre motif que mon affection sincère, libre de tout engagement passé ou de contraintes professionnelles.
J'aimerais que tu acceptes de m'accompagner dans la vie. J'ai observé la bague, repensant à mon parcours, à mes épreuves passées, aux conseils de ma mère et au chemin parcouru auprès d'Antoine. Cette relation m'avait permis de me reconstruire et de trouver ma place. J'accepte, ai-je répondu. Il a glissé l'alliance à mon doigt, puis m'a serré dans ses bras avec sincérité, sans la réserve des débuts. La célébration s'est tenue un samedi de décembre, en présence des proches, le B.S. Dr. Jamet, Agathe, la tante de Ludivine et son père, qui suivait son parcours d'accompagnement depuis 4 mois, montrant de réels progrès. Il s'était installé au second rang, ému, et a salué sa fille d'un geste discret, l'observant s'avancer vers Antoine. La cérémonie s'est déroulée de manière simple et sincère, marquant l'engagement de leur union librement choisie. 6 mois plus tard, Ludivine terminait major de sa promotion d'infirmière. Elle a partagé la nouvelle avec Antoine à son retour à la maison, et il l'a accueillie avec effusion dans le hall d'entrée, manifestant sa joie. Le calme de la demeure avait fait place à une animation nouvelle et chaleureuse. Elle a appris sa grossesse un jeudi matin de novembre, ressentant un profond sentiment de joie et de sérénité devant cette perspective d'avenir. Elle a rejoint Antoine dans le parc pour lui en faire part. Il s'est levé à son approche, comprenant immédiatement la nouvelle à son expression. Il l'a serrée chaleureusement dans ses bras dans la lumière du matin. « Tout se passe bien ?» a-t-il demandé après un moment. « Parfaitement bien » a-t-elle répondu. « C'est une excellente nouvelle. »« Antoine, ai-je dit ? J'aimerais l'appeler Agathe s'il s'agit d'une fille. En un hommage à l'intendante qui a veillé sur cette maison. » Il a souri. « Et s'il s'agit d'un garçon ?» Je l'ai regardé sincèrement. « Je pense que tu as ta propre idée, » ai-je répondu. Ses yeux se sont embrumés, marquant son approbation. « Clément, a-t-il dit doucement. Clément, ai-je acquiescé. Le matin de la veille de Noël, Ludivine s'est réveillée sous une clarté douce. Elle s'est approchée de la fenêtre pour constater que le parc était recouvert d'un manteau de neige uniforme, apportant un aspect paisible au paysage. Elle est restée un moment à observer le jardin, la main posée sur son ventre. Antoine l'a rejointe à la fenêtre, l'entourant de son bras. Ils observaient le Pays d'Iseuve parc ensemble, confiants dans l'avenir qu'ils construisaient sur des bases solides et équilibrées. Leurs épreuves passées s'étaient apaisées pour faire place à un quotidien serein et partagé. J'espère que ce récit vous a intéressé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Indiquez-nous également en commentaire d'où vous nous écoutez. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain partage.